Bonjour à toutes. Alors on va revenir aujourd'hui sur deux choses. On va revenir sur le match de Rafa sur trois choses en fait. On va revenir sur le match de Rafa contre Donaldson aujourd'hui, sur le tableau de Rafa, sur ce qu'il lui reste à venir sur ce tournoi-là. Et je vais revenir aussi un petit peu sur le match de Federer, parce qu'on a aujourd'hui l'intérêt de cette fin de saison, c'est ça, hein, c'est de savoir qui de Roger ou qui de Rafa va gagner les quelques titres qu'il reste et lequel va réussir à finir numéro un mondial, même si à l'heure actuelle, Rafa a une belle petite avance. Donc le match de Rafa, match parfait, quasiment. On a eu un très très bon Rafa qui a mis une dizaine, une petite quinzaine de minutes à vraiment rentrer dans son match. Le temps de se retrouver à 2-2, 15-30 sur son service. Et à partir de là, il a vraiment déroulé. Rafa, il fait un match vraiment exceptionnel en termes de qualité de tennis, parce qu'il fait 21 coups gagnants, 5 fautes directes. Ce sont des stats vraiment, vraiment très, très positives. Et puis surtout, il a vraiment été très, très bon dans tous les compartiments du jeu. Il a bien servi. 3 aces sur deuxième balle notamment. Il doit finir le match à 5 ou 6 aces. En deux petits sets, pour lui, c'est très, très bien. Il concède pas la moindre balle de break, 100% de points gagnés sur sa deuxième balle. Côté coup droit, il a vraiment été très très bon et côté revers, il confirme de semaine en semaine le fait qu'il est en train de devenir extrêmement bon de ce côté-là. Il a sorti quelques points magnifiques. Puis surtout, la très très bonne nouvelle, c'est qu'il s'est pas fatigué du tout. Le match a duré 54 minutes. C'est assez rare pour Rafa, même en 2-7. Ça lui est arrivé quelques fois, ça doit être le sixième ou septième match dans sa carrière qui gagne en moins d'une heure. Il y en a eu quelques-uns sur terre battue quand il affrontait des joueurs assez faibles, très loin au classement et quand il était vraiment à vraiment un très très bon niveau. Il y en avait eu un Doha aussi, il me semble, contre Santoro. Voilà, donc pour Rafa, c'est vraiment important de laisser vraiment peu de jus sur les deux-trois premiers matchs. S'il va avoir une chance d'aller chercher le titre, il va falloir qu'il lui reste un maximum d'essence dans le réservoir sur la demi et la finale. Et pour l'instant, voilà, passer 54 minutes sur le court, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Surtout qu'au prochain tour, il va affronter Fabio Fognini. On sait que les deux joueurs se détestent. Voilà, on sait qu'il y a eu des insultes qui ont fusé entre les deux à Hambourg en 2015. Match qu'avait gagné Rafa. On sait qu'à ce moment-là, Fognini avait insulté Nadal. Voilà, on sait que les deux hommes s'aiment pas du tout. Donc on sait que Fabio, quoi qu'il arrive demain, va faire de son mieux pour battre Rafa. Match très difficile pour Rafa, ça serait vraiment intéressant pour Rafa de passer et surtout de ne pas laisser trop de jus dans ce match-là. Ça va être un match compliqué. Après, si Rafa évolue au même niveau qu'aujourd'hui, je pense qu'il a toutes les chances de passer. Bon, hein, il y a très peu de chances qu'on ait un match qui dure 55 minutes comme aujourd'hui, hein. Mais, euh, mais pour Rafa, ça va être un match important. C'est un match qu'il faut gagner. En le gagnant, ça signifierait une qualification pour les quarts de finale, donc 190 points dans la besace. Aujourd'hui, on sait sur ces trois quatre derniers tournois qui va rester, tous les points vont compter. Roger aussi le sait. Donc voilà, donc ça va être vraiment important. Le tennis est là. D'un point de vue purement tennistique, je pense que Rafa, il a rien à changer. La seule question qui va se poser à l'heure actuelle, c'est pendant combien de temps Rafa va être capable d'évoluer à ce niveau-là. Là, il vient d'enchaîner sa 13e victoire consécutive sur dur. Lui qui avait plus gagné un titre depuis 3 ans et demi sur dur, il est sur une série assez exceptionnelle. Demain, ça va être une autre histoire. La programmation est vraiment sympa avec Rafa, puisqu'elle le met demain à la même heure qu'aujourd'hui. Donc en termes de récupération, c'est très bien. Avec seulement 55 minutes de passer sur le cours, c'est une très bonne chose. Roger lui aussi sera en night session. Ils gardent Rafa et Roger pour les deux derniers matchs, histoire d'avoir un stade plein jusqu'au bout. Plutôt décision plutôt logique. Même si je m'attendais à ce qu'ils inversent, à ce qu'ils mettent Rafa en dernier et Roger un peu plus tôt. Vu que Roger a joué qu'une heure et demie aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'ils fassent ça, histoire de rééquilibrer la programmation. Ils ont laissé comme c'était. C'est pas un mauvais choix non plus. C'est une programmation assez logique. Donc voilà. Le tableau. Donc revenons-y. Donc demain ça sera Fabio Fognini. Un match très difficile. Si jamais Rafa venait à s'imposer, ça devrait être Dimitrov. Dimitrov qui a eu un match très compliqué aujourd'hui depuis plus de 2h30.
Voilà, mais normalement ça devrait être Dimitrov, donc ça fera un quart de finale très difficile. Et une éventuelle demi, on en est loin, mais une éventuelle demi contre Marin Cilic. Donc une partie de tableau très très difficile parce on a trois très gros joueurs, Rafa, quatre même. On a Rafa, Fonini qui lorsqu'il est dans un grand jour peut battre n'importe qui, Silic et Dimitrov. Donc on a vraiment une partie de tableau assez dense, très très intéressante, avec des joueurs qui peuvent aller au bout et qui, pour moi, Dimitrov, Fonini et Silic, les trois peuvent battre Nadal. S'ils sont dans un bon jour et que Nadal paye un peu physiquement le contre-coup de ses efforts à Pékin la semaine dernière, les trois peuvent battre Rafa. Donc voilà. Et on a une autre partie de tableau qui est beaucoup plus ouverte avec l'élimination de Goffin, puisque Roger, au prochain tour, affrontera Dolgopolov. Dolgopolov, on l'a vu à l'US Open contre Rafa, c'est absolument pas un joueur qui peut poser problème. Derrière, il affronterait Simon ou Gasquet. Là, c'est pareil, c'est deux joueurs qui ont absolument aucune arme pour battre Roger avant une demi-finale éventuelle contre soit Alexander Zverev, soit Dominic Thiem. Et là, ça serait intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des demi Nadal-Silic d'un côté et Federer-Zverev de l'autre ou Federer-Thiem de l'autre. Ça ferait des vraiment très très belles demi-finales. Ça pourrait être quasiment des demi-finales de Grand Chelem. Donc voilà, donc on a un tableau qui pour l'instant est assez intéressant. Il n'y a pas eu trop de surprises. La seule grosse surprise, c'est l'élimination de Goffin. Surprise sans en être une, il venait de gagner deux tournois consécutifs, Shenzhen et je sais plus lequel, celui d'avant. Mais bref, il venait de gagner 10 matchs consécutivement. C'était sa troisième semaine de compétition de suite, chose extrêmement rare à ce niveau-là, puisque généralement il y a toujours une petite semaine de repos par là. Donc c'était une élimination à prévoir. Surtout que Gilles Simon, quand il est dans un bon jour, on le sait, il peut faire déjouer n'importe qui. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du tableau et du match de Rafa. Maintenant, j'ai envie de vous parler un peu de Roger. J'ai évidemment regardé le match. Match arbitré par Carlos Bernardes. Je suis obligé de parler de Carlos Bernardes. Je vais en parler en début. Et puis après, on n'en parlera plus. Qui a fait un match catastrophique. Il fait pas moins, je les ai comptés, de 8 erreurs sur le même match. Par chance, c'est des erreurs qui n'ont absolument aucune incidence sur le résultat final du match. Mais il a été mauvais. J'en parle un peu parce qu'on sait que Rafa a eu des problèmes avec cet arbitre, qui est pour moi un très très mauvais arbitre, au-delà du fait que c'est un gars qui met tout le temps des warnings à Nadal. D'ailleurs, si vous regardez depuis quelques temps, Nadal prend beaucoup moins de temps, il prend beaucoup moins de warnings que ce qu'il faisait avant. Donc voilà, donc un arbitre très mauvais. Je suis content que ça soit arrivé sur un match de Roger, parce que voilà, les pro-Roger pourront pas dire que Bernardes est un bon arbitre. Quoique, ils vont peut-être le dire, parce que vu que sur les 8 erreurs, les 8 sont toutes en faveur, quasiment toutes en faveur de Roger, voilà, ils doivent être contents de la qualité d'arbitrage de Carlos. Donc voilà, mais ça, après, c'était la petite anecdote, et c'était histoire de lui mettre un tac, parce que je l'aime pas du tout, cet arbitre, que j'avais croisé à Roland-Garros, et qui m'avait d'ailleurs signé un autographe fort gentiment. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il est mauvais. Le match. Federer qui fait un match assez moyen, il s'impose en 2-7, 7-6, 6-4, en 1h33 ou 1h35 de jeu à peu près. Donc il a passé à peu près 40 minutes de jeu de plus que Rafa sur le court. Je parle du temps de jeu alors que c'est anecdotique en 1h35 de jeu, parce que j'ai trouvé Roger assez court sur le plan physique. Il y a eu pas mal de longs échanges en début de match. Et tout de suite, il a décidé d'abréger l'échange, de faire du service volé. Je le sentais pas du tout à l'aise dans les échanges de fond de cours. Au contraire, on sentait que Schwartzmann pouvait le faire plier. Alors bon, Schwartzmann, on sait, c'est un joueur qui est capable de tenir la balle en jeu pendant des heures et des heures, mais c'est quand même c'est pas un pilonneur de la trempe de Nadal, par exemple. Donc j'ai été assez surpris du match de Roger. Roger a été très très bon dans deux compartiments du jeu. Le service, il a fait 14 aces, donc exceptionnel de ce côté-là. 14 aces en 2-7, c'est vraiment exceptionnel, surtout qu'il y a énormément de services gagnants, énormément de services. Il a vraiment été très très bon de ce côté-là. Et sur les retours, c'est-à-dire que sur toutes les deuxièmes balles de Schwartzmann, il a agressé, il a fait peut-être une dizaine de retours gagnants. Donc il était très bon dans ces deux compartiments du jeu. Par contre, il a vraiment pas été bon à la volée. Il a fait pas mal de fautes à la volée ou des volées qu'il n'a pas réussi à finir, contrairement à d'habitude. Et surtout, il n'a pas été bon dans l'impact physique du fond du court. Il a un ratio faute directe coup gagnant qui est très bon, mais qui est un peu biaisé par le fait que les aces apparaissent deux fois. Les aces apparaissent dans la catégorie ace et dans la catégorie coup gagnant.
Mais si on regarde le ratio point gagnant faute directe en juste du fond de cours, ou à l'échange, comme dirait Sébastien Grosjean, le ratio est négatif, ce qui est assez rare pour Roger. Voilà, donc un match assez moyen. Mais bon, au prochain tour, il affrontera Dolgopolov qui ne devrait pas lui poser trop de problèmes avant de se frotter à Gasquet et Simon, et puis peut-être en demi-finale à un joueur un peu plus compliqué. Sincèrement, je vois pas comment Roger peut perdre avant les demi-finales. Après, en demi-finale, ce sera autre chose, parce que si Zverev et Thiem sont en forme, ils peuvent battre Rafa, ils peuvent battre Roger, et Rafa aussi d'ailleurs. Ils l'ont déjà fait. Zverev a déjà battu Roger, Thiem l'a déjà fait aussi. Donc voilà, donc on peut avoir deux très belles demi-finales. On peut se retrouver avec un samedi vraiment top. Et pourquoi pas un dimanche encore plus top avec un Nadal Federer ou un Nadal Zverev. Pour nous, fans de Nadal, après j'imagine que les autres préfèrent que ce soit Silic en finale. Donc voilà, donc pour l'instant, tout est positif pour Rafa. S'il gagne demain, ça sera positif parce que ça voudra dire entre Pékin et Shanghai, il aura pris 700 points, ce qui est l'équivalent de un peu plus qu'une finale, 690 points exactement. Donc comptablement, ça serait positif. Et si jamais il va plus loin, évidemment, ça sera encore mieux. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations, vous n'hésitez pas. Je vous dis à très vite sur le blog. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous voyez la vidéo.